Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 1 concernant la physiologie humaine. On va donc vous parler de la conférence de Franck Ramus, avec la question qui se pose de les neurosciences peuvent-elles éclairer l'éducation? Enseigner est une pratique comparable à la médecine ou l'ingénierie. Elle doit être fondée sur des connaissances scientifiques sur son objet, comme avec les apprentissages scolaires par exemple, ainsi que sur une évaluation scientifique de ces pratiques, comme avec la médecine, la physiologie clinique ou encore l'ingénierie. Il existe donc différents champs. On a la psychologie et les sciences de l'éducation, la biologie et les sciences médicales, et les mécaniques et sciences de l'ingénieur. Mais alors, quelle serait l'alternative des connaissances scientifiques? Faudrait-il se fonder sur des croyances, sur des philosophies? En fait, ce n'est pas aussi fiable que les connaissances scientifiques. Il existe beaucoup de débats sur l'éducation qui se résument à des confrontations d'opinions contradictoires basées sur des intuitions ou encore des philosophies. Mais alors, comment peut-on savoir qui a raison? La science peut nous apporter des éléments de choix sur les opinions proposées. Comme on le sait, la neuroéducation a des origines anciennes. Un exemple serait Fast Forward. Ils ont réalisé des constats sur base d'imagerie cérébrale. Un enfant dyslexique et un enfant ordinaire ne font pas fonctionner les mêmes parties de leur cerveau durant la lecture. Ils ont donc administré un traitement aux enfants dyslexiques, ce qui leur a permis d'observer une récupération des activations cérébrales. Autrement dit, l'usage de Fast Forward avait normalisé le fonctionnement cérébral de l'enfant dyslexique. Mais alors, est-ce que les élèves ont réellement progressé au niveau de la lecture? La réponse serait qu'il existe un décalage entre les données des neurosciences ainsi que les données qui sont véritablement importantes pour des enjeux de nature éducative. Les événements observés en neurosciences ne doivent pas uniquement se diriger vers un seul critère, par exemple avec les IRM, et ce pour guider la décision dans le domaine de l'éducation. On va donc maintenant parler de la plasticité du cerveau. Alors, qu'est-ce que ça change? Les humains sont capables d'apprendre et de changer. Et ça, on le sait depuis longtemps. Ce ne sont pas les neurosciences qui nous l'ont appris. Depuis quelques décennies, on est capable de visualiser les corrélats cérébraux de ces changements cognitifs. Si on apprend quelque chose, cela signifie que quelque chose s'est modifié dans notre cerveau. Il y a une nécessité logique. Avant, on n'avait pas besoin des neurosciences pour savoir ces informations. Mais aujourd'hui, on peut visualiser ce fonctionnement cérébral et donc les modifications qui se passent dans le cerveau des gens pendant qu'ils apprennent quelque chose. Mais alors qu'est-ce qui change dans le domaine de l'éducation? Bah rien, tout simplement. Les imageries cérébrales servent uniquement à nous convaincre davantage sur des éléments que nous savions déjà. Il y a donc la malédiction de la connaissance, cette difficulté à transmettre le savoir qu'on sait déjà à un apprenant qui ne sait pas. Lorsqu'on évoque des explications cérébrales dans des études, ça influence le raisonnement des personnes. On a fait plusieurs études. Dans la première, il y a l'ajout d'une phrase concernant les lobes frontaux dans un texte explicatif. Les sujets vont donc trouver les explications meilleures si on insère dans l'explication une phrase concernant les lobes frontaux. Dans la deuxième étude, regarder la télévision travaillerait les mêmes zones que faire des mathématiques. Si le texte est seul ou avec des diagrammes, le jugement des sujets est le même et assez moyen. Ce qui veut dire que lorsqu'on rajoute des images du cerveau, l'explication est beaucoup plus convaincante. Voir des images du cerveau rend beaucoup plus crédule donc. La troisième étude s'intitule Le neuro-enchantement au salon de coiffure. Les chercheurs font croire à des étudiants qu'ils vont lire dans leurs pensées via une machine qui permet de lire dans le cerveau. Et en réalité, il s'agit d'un sèche-cheveux tout simplement. Un nombre significatif a réellement cru que ce nouvel appareil pouvait lire dans leurs pensées. Le neuro-enchantement était né. Les méthodes, qui sont un concept des neurosciences, ont un côté séduisant qui peuvent engendrer des effets un peu pervers. Des critiques sur les neurosciences sont donc apparues, expliquant que celles-ci avaient, en 1, des justifications triviales que les personnes connaissaient déjà, avec notamment la plasticité cérébrale qui montre que les humains peuvent apprendre, en 2, des justifications trompeuses, avec les neurosciences qui montrent que le feedback améliore l'apprentissage, en 3, des applications non légitimes à l'enseignement, avec les méthodes globales qui impliquent l'hémisphère droit plutôt que le gauche, des applications erronées à l'enseignement, avec l'imagerie cérébrale qui montre quelles fonctions doivent être rééduquées chez les enfants dyslexiques, et enfin, des applications erronées à l'évaluation des pratiques, notamment avec l'imagerie cérébrale qui montre que Fast Forward marche effectivement. Mais alors, les neurosciences ou la psychologie?
Certains concepts qui sont utiles pour l'enseignement et l'apprentissage sont en réalité des concepts psychologiques que les neuroscientifiques étudient. Ce qui fait que les résultats ne sont pas des résultats des neurosciences, mais bien des résultats de la psychologie. Ainsi, faire passer la psychologie pour des neurosciences est une arme à double tranchant. Pour conclure, on peut dire que les neurosciences sont à la mode et ont l'air plus crédibles, plus solides que la psychologie et les sciences sociales. Il y a aussi des preuves expérimentales qui démontrent que mentionner des concepts cérébraux ou montrer des images du cerveau augmente la force de persuasion, et ce, y compris pour des messages faux. On a également tout le monde qui veut avoir l'air de faire des neurosciences ou encore de s'en inspirer. Tout ce qui est psycho ou édu est déguisé en neuro, avec des effets positifs et négatifs. Mais, parce qu'il y a un mais, il n'y a pas de pertinence directe pour l'éducation. Citons neurosceptique qui a dit les neurosciences vulgarisées traduisent les concepts des neurosciences en langage courant. Les neurosciences vulgaires déguisent les concepts courants en langage des neurosciences. Il suffit de coller neuro à un mot pour le rendre scientifique. Et il avait bien raison. Mais alors, comment faire de la recherche en éducation de manière scientifique, et ce sans céder à la neuromania? Rappelons d'abord que la science est une démarche par laquelle on appréhende le réel et qu'on essaye de récolter de l'information fiable qui peut s'appliquer dans plusieurs disciplines. Cette démarche implique de formuler des hypothèses avec leurs alternatives. Par exemple, la méthode syllabique est la meilleure façon d'apprendre. Formuler des prédictions testables. Par exemple, si j'enseigne la lecture pour la méthode syllabique à une classe, à la fin, ils liront mieux que la classe d'à côté. Et ce, pour vérifier si l'hypothèse est juste ou non. Tester ces prédictions en recueillant des données, par l'observation et ou l'expérimentation. Tirer les conclusions par rapport aux hypothèses. Et enfin, publier les résultats dans des revues scientifiques internationales expertisées par les pairs. Donc, comment savoir quelles sont les pratiques qui marchent? On va prendre l'exemple de la saignée. La saignée signifie ouvrir la veine du patient et laisser couler le sang. C'est une pratique inventée de multiples fois et pratiquée dans de multiples cultures. Et c'était une croyance très répandue à l'époque et à l'Occident qui a perduré jusqu'au XIXe siècle. L'hypothèse était que saigner les gens valait guérir. Mais l'efficacité objective de cette prédique est négative. Quand on saigne, notre état de santé se dégrade. Mais alors comment est-ce possible que cette méthode ait perduré 3000 ans? Voici les enseignements à tirer de cette méthode. En 1, un clinicien qui observe l'effet de ces pratiques sur ses propres patients et qui voit bien que ça marche, court un grand risque de se leurrer. Et en 2, idem pour un enseignant qui voit bien que ces pratiques pédagogiques marchent. Mais alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que nous possédons un cerveau de primate avec des biais cognitifs, ce qui signifie des mécanismes cérébraux qui nous empêchent de raisonner correctement. Un exemple serait les croyances du clinicien qui influencent ses perceptions. Il voit la réalité de façon subjective. Voici une liste des facteurs psychologiques nuisant à l'évaluation informelle des interventions. Les croyances et les attentes du clinicien enseignant qui influencent sa perception. Le biais de confirmation, c'est le fait de prêter attention à ceux qui confirment l'hypothèse. La mémoire sélective, on se rappelle de ce qui nous arrange. L'impossibilité de déterminer la cause de l'évolution de l'état ou le changement du patient ou de l'élève. Par exemple, on intervient sur un élève qui a des difficultés de lecture et quelques mois plus tard, il lit mieux. Mais alors, est-ce que c'est grâce à l'intervention ou juste un facteur extérieur? Et enfin, l'impossibilité de savoir comment le patient ou l'élève aurait évolué si l'intervention avait été différente. Ces facteurs existent toujours, et ce, chez tout le monde, même chez les médecins ou les enseignants qui sont les mieux formés. Sachez que des longues études n'immunisent pas contre ces biais cognitifs. Mais alors, comment utiliser la démarche scientifique pour évaluer les pratiques? Ça peut se faire en 3 étapes. Formuler des hypothèses, ainsi que leurs alternatives, formuler des prédictions testables pour vérifier si l'hypothèse est juste ou non, et tester ces prédictions en recueillant des données, par l'observation et ou l'expérimentation. Les hypothèses concernant les pratiques pédagogiques sont les élèves qui progressent avec les résultats scolaires ou autres, et ces progrès qui sont, au moins en partie, causés par ces pratiques spécifiques. Il est donc important d'envisager les hypothèses alternatives et leurs conséquences méthodologiques, notamment en se demandant si les élèves auraient progressé sans moi. Passons en revue les hypothèses alternatives. En premier lieu, nous avons les observations qui ne correspondent pas au progrès réel des élèves. Ça correspond aux mesures objectives du niveau des élèves avant et après l'intervention,
et si possible indépendant de l'enseignant qui intervient pour ne pas biaiser l'évaluation. Ensuite, l'élève n'est pas représentatif. Ses progrès ne sont pas généralisables à d'autres élèves. Ça correspond à la nécessité de tester plusieurs élèves, des groupes d'au moins 40 par groupe, pour avoir des résultats généralisables et applicables à d'autres élèves. En troisième, on a les progrès des élèves qui sont moins bons que ceux qui pourraient être obtenus avec des pratiques pédagogiques différentes. C'est donc encore mieux. La comparaison avec des élèves soumis à des pratiques à l'efficacité déjà connue permet de comprendre l'efficacité de la nôtre. Cinquième hypothèse serait les élèves du groupe cible qui avaient des caractéristiques intrinsèques leur permettant de plus progresser que ceux du groupe contrôle. C'est le fait d'apparier les groupes sur les caractéristiques pertinentes des élèves avant une intervention. C'est le but de randomiser, donc d'attribuer aléatoirement, les élèves dans les différents groupes. Et enfin, pour conclure, les progrès sont dus à la qualité de l'enseignant plus qu'à la méthode évaluée. Et ça consiste à randomiser les enseignants dans différentes formations. Dressons une liste non exhaustive de la méthodologie de l'essai randomisé contrôlé. Commençons par étudier de nombreux élèves, un groupe supérieur à 40. Étudions ensuite de nombreux enseignants. Mesurons objectivement le niveau des élèves avant et après intervention. Il faut comparer au moins 2 interventions administrées à 2 groupes d'élèves. On minimise le risque de différence initiale entre différents groupes d'élèves et entre enseignants des différents groupes, avec la randomisation et l'appariement. On essaye de faire tout ça en aveugle ou en simple aveugle autant que possible afin d'éviter que la connaissance par l'élève ou par l'enseignant ne produise des effets d'enthousiasme qui pourraient biaiser l'étude. Et enfin, il faut comparer les progrès moyens des élèves entre les 2 groupes, donc on fait des statistiques. Il faut bien comprendre que ces éléments sont absolument nécessaires car s'il manque le moindre ingrédient méthodologique, on ne peut pas rejeter l'une des hypothèses alternatives et donc on n'est pas capable de conclure. Ce qui veut dire que cette méthode n'est pas arbitraire. Mais alors, est-ce qu'il faut jeter ou ignorer les travaux descriptifs et qualitatifs en sciences de l'éducation? On commence d'abord par situer chaque type de recherche à sa place. Il y a l'apport des études descriptives qualitatives, qui consiste en suggérant l'existence de phénomènes et en suggérant des liens de causalité. Ça les suggère, donc ça ne les prouve pas. Ensuite, il s'agit d'hypothèses à tester, en objectivant la mesure des phénomènes, en la quantifiant et en testant les prédictions de ces hypothèses contre celles d'hypothèses alternatives. On comprend donc que les recherches qualitatives sont importantes en sciences de l'éducation pour découvrir les phénomènes sur le terrain et générer des hypothèses qu'il faudra aller tester avec des méthodes rigoureuses. Dans le système français, il y a une prédominance disproportionnée des recherches qualitatives qui génèrent énormément d'hypothèses et, à contrario, il y a très peu de méthodes quantitatives qui testent ces dites hypothèses. Donc on se retrouve avec beaucoup de théories et très peu de preuves. Mais donc, est-ce que l'éducation est fondée sur des preuves? Cette question en soulève d'autres. Les pratiques pédagogiques doivent-elles être fondées sur des données factuelles? Et quelles sont les alternatives? Une éducation fondée sur les croyances? Ou une éducation fondée sur une philosophie? Pour répondre à ces questions, il y a plusieurs objections courantes. La première, c'est que c'est trop complexe, car il y a trop de facteurs. La deuxième, c'est que les élèves ne sont pas des cobayes, même si les études sont quand même nécessaires à réaliser pour éviter que chaque enseignant ne doive faire ses propres expérimentations dans sa classe sans méthodologie de chercheur, ce qui n'est pas une solution raisonnable d'un point de vue éthique. D'ailleurs, c'est possible, puisqu'ils le font ailleurs. L'éducation est fondée sur des preuves en action. Les pratiques typiques à l'école et à la maison sont que pour apprendre, il faut écouter, lire, étudier, réviser, surligner, enfin bref, vous connaissez la suite. Pour évaluer ces 10 apprentissages, il faut tester, faire des examens, des dissertations, etc., etc. Mais alors, et si les méthodes d'évaluation jouaient aussi un rôle dans les apprentissages? Avec l'évaluation formative, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est exactement? Comment on fait pour la mettre en œuvre? Parlons d'abord de l'effet de test. En 1, on fait l'expérience 1, avec une liste de 50 mots à apprendre et l'examen est de 48 heures plus tard. Les sujets disposent de 8 sessions d'apprentissage et on leur attribue aléatoirement 3 groupes de 3 régimes d'apprentissage, soit faire 8 lectures de la liste, soit faire 6 lectures plus 2 tests, soit faire 4 lectures plus 4 tests. Dans tous les cas, le temps total consacré à l'apprentissage sera le même.
Après 8 lectures, on retient 17% des mots. Après 6 lectures et 2 tests, on retient 25% des mots. Et après 4 lectures et 4 tests, on retient 39% des mots. Donc, est-ce que l'effet de test s'observe sur des véritables contenus pédagogiques, comme l'audio que vous êtes en train d'écouter? On prend un contenu qui se compose de 2 textes en anglais. On a donc 2 types d'activités, l'étude et la lecture, avec un rappel et une récitation. Avec un régime d'étude et un autre d'étude et puis rappel. À la fin, il y a un examen à 3 délais de rétention. Un de 5 minutes, l'autre de 2 jours et un dernier une semaine plus tard. Lorsqu'on lit 2 fois les textes, immédiatement après l'apprentissage, on est à 80% de rappel. Et 2 jours plus tard, ça descend à 50%. Et enfin, une semaine, on finit à 40%. Ce qui veut dire qu'avec la lecture, on retient. Mais malheureusement, on oublie très vite. Lorsqu'on procède au deuxième type de régime d'apprentissage, donc celui étude-rappel, 5 minutes après l'apprentissage, on est à plus de 75%. 2 jours après, 70%. Et une semaine plus tard, on est à, accrochez-vous bien, 55%. Ce qui veut dire qu'on oublie donc moins vite via la méthode de rappel. Faisons une méta-analyse de l'effet de test. C'est une méta-analyse de 159 comparaisons dans 61 études allant de 1975 à 2013. Elle pose la question de est-ce qu'il y a une tendance générale qui se dégage? Il y a une différence moyenne entre les deux types d'apprentissage de 0,5 écart type, ce qui veut dire que les études suivies de tests obtiennent de meilleurs résultats. On observe donc que le redoublement est une des mesures qui a le plus faible bénéfice-coût. Ça coûte très cher car il y a des frais d'une année entière de scolarisation en plus, et ça a un effet négatif de -4. Réduire ces classes de moitié aurait un effet positif de +3, qui n'est pas énorme, et en plus de ça, elle est très coûteuse. Que peut-on en conclure? Déjà, enseigner, ce n'est pas une science. C'est une pratique qui doit être fondée sur des connaissances scientifiques. D'une part sur les apprentissages, et d'autre part sur l'efficacité des pratiques pédagogiques. Ensuite, la plupart des questions du type «Comment enseigner au mieux?» admettent une réponse que l'on peut déterminer rigoureusement par une méthode expérimentale, même si c'est très complexe, qu'il y a de multiples facteurs qui entrent en jeu et que les résultats peuvent dépendre du pays, de la langue, de la culture, du milieu, des élèves et encore plein d'autres facteurs. On sait aussi qu'il existe déjà une quantité très importante d'études expérimentales qui répond à de nombreuses questions. D'ailleurs, il serait coupable de ne pas en tenir compte, même si elles n'ont pas réponse à tout. Et pour chaque question pour laquelle les études existantes n'apportent pas de réponse claire, de nouvelles études expérimentales seront nécessaires. Il est donc souhaitable de mieux former les enseignants au travers de principes résultats issus de ces recherches et d'une démarche expérimentale qui permet d'obtenir de nouvelles réponses. On enchaîne maintenant avec la conférence de Rieslen de Hahn et les fondamentaux des sciences de l'apprentissage avec le développement du cerveau de l'utérus à l'école. Durant les 2 premières années, la croissance du cerveau est très rapide, ce qui expose le bébé à des capacités d'apprentissage très importantes, mais en même temps à des risques plus importants vis-à-vis des toxiques ou d'autres pollutions. Concernant ce développement cérébral, les neurones naissent au centre du cerveau. Il y a donc toute une première période où les neurones doivent se déplacer pour atteindre leur position, totalement à l'extérieur, sur la partie la plus superficielle du cerveau. Ils doivent donc se connecter entre eux. Malheureusement, une difficulté de développement peut intervenir lorsque des neurones ne veulent pas se connecter. Et cela explique un certain nombre de déficits ainsi qu'une sensibilité particulière aux infections ou aux toxines, notamment l'alcool. À la fin du 2e trimestre de vie, donc vers 6 mois, les circuits sont déjà en place et on peut voir un traitement de ce qui se passe à l'extérieur. Par exemple, un petit prématuré à 6 mois de grossesse a ses neurones qui, à ce moment-là, sont toujours en train de se déplacer. Ce qui veut dire qu'il y a des neurones qui ne sont pas en place. Ils sont dans la sous-plaque et le cerveau est très lisse. Quand on regarde l'électroencéphalogramme, on enregistre à ce moment-là qu'il est très plat, avec une période de 25 secondes où il ne se passe quasiment rien, et puis tout d'un coup, une explosion d'activité. Ça signifie que le cerveau est extrêmement immature. On peut légitimement se poser la question, est-ce qu'à cet âge-là, le cerveau peut déjà percevoir et traiter de la parole? Les bébés sont testés sans les bouger de leur incubateur grâce à la spectrométrie dans le proche infrarouge.
Comme vous pourrez l'apercevoir sur le schéma à la page 7 de la synthèse, en haut, lorsque la syllabe change, par exemple avec ba, ba, ga, le changement de ces phonèmes se fait totalement réagir par le cerveau par rapport aux deux autres situations. Au milieu, lorsque la syllabe est toujours la même, on a ba, ba, ba. Et en bas, lorsqu'il y a un changement de voix, avec par exemple le passage d'une voix d'homme à une voix de femme, la réponse à la voix sera très faible. Ce qui veut dire que le cerveau est organisé très précocement pour percevoir et aller chercher dans l'environnement les stimuli pertinents. La dimension temporelle, qui est importante dans la perception de la parole, et cette organisation cérébrale dépendent de l'espèce. En ce qui concerne l'être humain, il a des circuits très particuliers dans l'espèce humaine pour traiter la parole. Ces circuits ou réseaux sont très sensibles à l'environnement. Une étude chez les prématurés a été réalisée et dans laquelle ils ont comparé quelles étaient les régions qui avaient une diffusité différente chez ces prématurés qui sont maintenant arrivés à terme en comparaison à des enfants qui sont nés à terme. Ils y ont trouvé une région, que vous pourrez voir avec l'imagerie du cerveau, qui prédit les capacités de langage à 2 ans. Mais en réalité, les prématurés n'ont pas bien développé quelque chose, qui sera mesuré par la diffusivité, ce qui engendrera des problèmes éventuels de langage. Ces prématurés sont donc plus à risque d'avoir des troubles du langage que le reste de la population. En utilisant des IRM fonctionnels pour voir ce qu'il se passait, on a fait écouter plusieurs fois à des bébés à terme de 2 mois une phrase dans leur langue maternelle. La région à gauche de l'image est une région qui, chez le bébé, note la répétition. À droite, la région est symétrique, donc on peut répéter la même phrase, il ne s'y passera rien. Le cerveau réagit toujours de la même façon. Cela dit, à gauche, cette région s'aperçoit et est capable de noter que cette phrase a déjà été entendue. C'est donc une région très importante pour le langage puisqu'il permet de retrouver les informations linguistiques. Si celle-ci est abîmée du fait qu'on est né trop tôt, on aura éventuellement par la suite des problèmes de langage. Ça signifie qu'un bébé qui arrive à terme aura tous ses neurones et toutes ses connexions en place. Toujours sur l'IRM de diffusion, on voit qu'il se passe des connexions, des grands faisceaux qui joignent les différentes régions corticales. Ce qui se passe ensuite pendant l'enfance, c'est une accélération du traitement de l'information dans ces circuits qui sont déjà là par 2 mécanismes. Le premier, dans la substance grise, c'est que les neurones vont intensifier les connexions les uns avec les autres. Et la deuxième, dans la substance blanche, c'est que tous ces grands réseaux vont se myéléniser, c'est-à-dire qu'ils vont s'entourer d'une gaine de myéline pour accélérer la transmission de l'information. En conclusion, ces deux phénomènes aboutissent à une accélération des réponses. Par exemple, la réponse à un visage s'accélère de façon très rapide pendant les premières semaines de vie du bébé. Voilà, l'audio est terminé et on se retrouve directement si vous le souhaitez pour la partie 2.